dans la littérature française, parce qu'il fait partie d'un groupe de poètes desquels on ne parle pas très souvent, auxquels on a Saint-Aimant, Régnier, aussi Tristan l'Hermite, qui sont ces poètes du XVIIe siècle, mais qui correspondent grosso modo à ce qu'on pourrait appeler un certain baroque français. Il faut toujours mettre ici le baroque entre guillemets, parce qu'en effet, quand on parle ici d'un certain baroque français, ce baroque, il ne se constitue pas, il n'a pas l'importance, il n'occupe pas la même place que le baroque va occuper, par exemple, en Italie ou en Espagne. Alors, c'est vraiment un mouvement qu'on pourrait dire marginal ou secondaire dans la constitution de ce grand siècle français qui est le classicisme. Mais c'est un contrepoint, un contrapont très intéressant pour comprendre le mouvement du XVIIe siècle et aussi pour comprendre, pour voir comment, d'une certaine manière, ce baroque français, il va inspirer le romantisme français. Parce que justement, ces auteurs-là, ce sont des auteurs qui vont plonger dans un espace esthétique, dans un espace symbolique qui est complètement différent du classicisme. Alors, pour qu'on se situe un peu dans le temps, la Renaissance française, elle, qui est notre XVIe siècle, elle va, disons, donner naissance à deux grands courants. Un courant dominant en France, qui est le classicisme, et de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler un certain baroque. C'est vrai que depuis un certain moment, depuis les années 60, 70, on commence à repenser ce XVIIe siècle et à le voir comme quelque chose de beaucoup plus complexe que ce dont on imaginait. Parce que ce qui domine comme image du XVIIe siècle, c'est le classicisme. C'est Racine, Malherbe, le grand théâtre. Pourquoi? Parce que c'est finalement toute cette esthétique dominante, officielle. C'est l'esthétique du roi. Malherbe a été le poète de la cour. Il a écrit comment est-ce que Malherbe arrive à son ascension comme poète, en écrivant des poèmes en hommage à Marie de Médicis, à Henri IV, à Louis XIII. Alors c'est vraiment un poète qui se constitue comme la voix officielle. Et toute sa poésie de circonstance, des poèmes comparant Richelieu à Neptune, ou des choses comme ça. Alors on voit comment se construit toute cette esthétique officielle, qui est une esthétique, comme nous avons vu le cours dernier, de la clarté et de l'ordre, de la logique. Or, le courant baroque est un courant qui sera, disons, beaucoup plus sombre en opposition à cette clarté classique. Parce que finalement, quand on pense à la Renaissance, elle a une dimension très forte de l'émulation des modèles classiques, et cette émulation des modèles classiques peut mener facilement à cette épuration de ces modèles pour la construction de ce discours officiel qui est le discours de la clarté et de l'ordre. Mais, d'autre part, nous avons aussi dans la Renaissance un ensemble de principes comme la variété, la liberté, l'antithèse,
qui vont, d'une certaine manière, alimenter tout ce courant baroque. Vous voyez? Alors, comment un même grand mouvement peut donner naissance à deux esthétiques, à deux univers symboliques assez opposés comme le classicisme et le baroque en France, qui gardent bien sûr des points communs importants. La référence à la mythologie grecque, le principe de l'émulation. Alors ça, ce sont des idées qui sont chères à la Renaissance et qui vont aussi se reproduire soit dans le classicisme, soit dans le baroque. Mais la forme que cette émulation va prendre et, disons, l'objectif de toute cette production littéraire sera assez différent. Et cette place marginale qui occupe le baroque, elle est directement liée aussi, disons, à la place que ces poètes occupent dans la société. Alors, Théophile de Viau, déjà, on remarque qu'il n'a pas vécu longtemps. Il est mort très jeune, à 36 ans. Or, on peut se poser la question, pourquoi ce poète est-il mort si jeune? C'est directement lié à la vie que ce poète a menée. D'abord, il est né dans une famille protestante. Alors ça, déjà, fait de lui quelqu'un qui est à la marge de la religion dominante, qui est la religion catholique. Or, très tôt, avec 18 ans, il fait des études un peu par-ci, par-là. Il n'a pas étudié dans des grandes écoles, ni rien comme ça. Et il se lie à une certaine noblesse libertine. Parce qu'on dit que, on ne peut pas prouver, mais on dit que Théophile de Viau était homosexuel aussi. Alors, tout cela fait de lui, disons, un personnage marginal dans la société. Parce que on pouvait avoir un comportement sexuel homosexuel, mais l'assumer comme ça, écrire des poèmes libertins, c'était vraiment quelque chose de interdit. Et là, les conséquences pour Théophile de Viau ont été énormes. Il a été mis en prison. Et quand il a été mis en prison la deuxième fois, il a été condamné à mort. Il a été condamné à mort à cause de ses poèmes satiriques, de ses poèmes libertins. Et il est resté 2 ans en prison, cette deuxième fois, et on a réussi à changer sa peine pour le banniment. Alors il a été banni de Paris. Il est allé se réfugier chez un de ses protecteurs. Mais il a, à cause de toutes ces expériences-là, la prison, la fuite, le banniment, l'exil, tout ça, il est resté avec une santé très faible et il est mort 1 an après avoir sorti de prison. Alors, on voit déjà comment c'est un personnage qui, dans l'histoire littéraire de France, occupe une place opposée à celle de Malherbe, qui était un arriviste. Alors lui, c'était le contraire, c'était le marginal, vous voyez. Alors, il a, disons, payé cher pour ses choix, mais celui-là lui a permis de produire une poésie complètement différente de la poésie de Malherbe. Quand Malherbe, le moment où Théophile de Viau produit, c'est exactement le même moment où Malherbe sera le grand poète de France. Vous voyez, les premières années du XVIIe siècle. D'accord? Alors il se situe, il était vraiment contemporain de Malherbe. Quand il a été mis en prison, il a même écrit une lettre en demandant l'appui de Malherbe pour qu'il soit libéré, et Malherbe n'a jamais répondu. Il l'a laissé
mourir en prison. Alors, c'est intéressant de savoir, c'est d'avoir ce type d'information aussi, pour qualifier la réflexion sur le moment historique de la production de cette œuvre. Alors, il y a un rapport direct entre ce personnage, cette façon de vivre, cette façon d'être, et son choix pour une poétique beaucoup plus libre d'un côté, beaucoup plus sombre d'un autre. Et cela va avoir des conséquences très intéressantes dans les siècles suivants. Parce que Théophile de Viau sera un poète qui va être redécouvert par Théophile Gautier au XIXe siècle. Et Théophile Gautier est un poète un écrivain, pas seulement poète, il a écrit beaucoup de romans, pièces de théâtre. C'était vraiment un pop star de son époque, au XIXe siècle. Et Théophile Gautier, c'est quelqu'un qui est d'un romantisme tardif et qui annonce déjà, disons, il fait partie de ce mouvement aussi du Parnasse contemporain français du XIXe siècle. Et Théophile Gautier est une influence énorme pour Baudelaire, pour Mallarmé. Les Fleurs du Mal, le livre Les Fleurs du Mal, il est dédié à Théophile Gautier. Si vous ouvrez la première page des Fleurs du Mal, c'est là, ah, Théophile Gautier, poète, Alors, c'est Théophile Gautier qui redécouvre Théophile de Viau. Et Théophile de Viau, après, sera aussi un poète lu par les surréalistes. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. D'une certaine manière, ce serait un anachronisme énorme dire que Théophile de Viau est surréaliste, mais c'est une information importante de savoir que sa façon de penser, sa façon de produire le poème est une façon qui a attiré l'attention des surréalistes. Alors ça, c'est une information très intéressante. On va voir dans le poème qu'on va lire aujourd'hui, cette ode, comment vraiment la façon dont il élabore les images et la façon dont il juxtapose les images, c'est quelque chose d'extrêmement moderne. On reconnaît les procédés poétiques de Théophile de Viau chez Rimbaud, chez ces poètes surréalistes aussi. Alors, c'est intéressant de remarquer cela. Alors, dans cet esprit, bien sûr, de liberté, de juxtaposition d'images et tout, on sera beaucoup plus proche d'un certain désordre qui est lié, on pourrait dire, à quelque chose d'assez illogique. Mais je mets tout ça entre guillemets parce que ce sont des mots très forts, mais seulement pour construire cette opposition et vous donner quelques paramètres pour commencer à entrer dans cette poésie. Et bien sûr que quand on pense à la poésie moderne, une image importante, c'est l'image du gouffre. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que quand je parle ici de quelque chose de sombre, alors cela remet à cette idée du gouffre. Le gouffre, en français, on pourrait traduire en portugais, la traduction la plus immédiate du mot gouffre est abisme. Mais on pourrait traduire, moi, des fois, je traduis gouffre par voragem. Pourquoi? Parce qu'en français, nous avons aussi le mot abîme. Mais dans la poésie, dans la construction des images, de la littérature, de la poésie, de l'espace du symbolique, pour les Français, ou en langue française, il y a une distinction intéressante, une différence, une nuance
intéressante entre l'abîme et le gouffre. Et cette distinction-là, elle est importante pour comprendre cette dimension du sombre qui va faire de Théophile de Viau aussi un poète important, par exemple, pour des comparaisons avec Gérard de Nerval, qui sera le dernier poète qu'on va voir. Pour cette comparaison, mais avec les surréalistes. Pourquoi? Parce que quand on pense au gouffre, le gouffre, il est beaucoup plus lié à cette idée d'un abîme, mais un abîme sombre, sombre, et d'une certaine manière dense. Alors, il y a cette idée de l'espace liquide. Alors, par exemple, quand on va parler des fossés sous-marines, on va parler de plonger dans le gouffre. Alors, dans le gouffre, il y a un peu cette idée de plonger dans le gouffre. Alors, cet espace de l'inconscient, cet espace du rêve, qui remet à cette idée du sombre et de l'illogique. On n'est pas encore dans un moment où on a une conscience, ou mieux, une façon d'élaborer cet espace intérieur comme inconscient. C'est bien avant la psychanalyse, d'accord? Mais il y a déjà depuis toujours dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire de l'homme un espace qui est un espace du rêve, un espace de l'inconnu, un espace de l'inexplicable, un espace qui est beaucoup moins clair, beaucoup moins ordonné. D'accord? Alors cet espace du gouffre, d'une certaine manière, est une image qui nous plonge dans cette autre dimension. Quand vous allez lire, par exemple, Nerval, ou vous allez lire Henri Michaud, vous allez lire Baudelaire, vous allez lire Mallarmé, vous allez lire Victor Hugo, le mot gouffre va souvent apparaître dans cette poésie. Parce que c'est justement un moment où on pourrait dire que l'homme prend conscience d'une manière plus systématique de cette dimension inconsciente. Alors, tout cela va commencer à alimenter un univers. Et bien sûr que toute cette production-là a des précurseurs. Théophile de Viau, une partie de son œuvre, pas toute, va dans cette direction-là. Et c'est justement ce côté sombre, disons, de l'œuvre de Théophile de Viau que j'ai choisi pour vous présenter l'auteur, parce que c'est une des parties, disons, les plus originales de son œuvre. Théophile de Viau, c'est intéressant, parce que c'est un poète qui dialogue beaucoup avec la poésie de Ronsard, qui dialogue beaucoup avec la poésie de Clément Marot. Mais il y a une distinction intéressante entre les poètes, que c'est le fait que chez Théophile de Viau, l'homme ou l'être n'a plus cette capacité de transformation du monde. Alors c'est comme si l'espace de la vie et l'espace de la littérature s'étaient rendus des espaces séparés. Alors tout cet élan que nous avons identifié pendant la Renaissance, cette possibilité de réinventer le monde, de rire de soi-même, ici est déjà, avec le livre de Viau, habité par une conscience des limites et des limitations de la littérature comme espace de transformation. Vous voyez, alors c'est beaucoup moins engagé, ou beaucoup moins utopique. Et on va voir ça aussi, comment cela s'élabore dans cette œuvre que nous avons choisie. Mais c'est un poète qui est encore plus près de Ronsard que de Malherbe. Alors tout ce que Malherbe critique chez Ronsard,
les excès, la polysémie, l'ambiguïté, le manque de clarté, le manque de précision, ce sont justement des éléments qui vont alimenter la poésie de Théophile de Lyon, qui va dans cette autre direction. Et dans ce sens-là, elle est beaucoup plus moderne, par le fait justement qu'aujourd'hui, l'espace de la poésie est beaucoup plus un espace d'expérimentation et d'obscurité qu'un espace, disons, d'engagement et de grande transformation. Vous voyez? Alors, cette dimension pragmatique de la poésie de Malherbe, on ne va pas la retrouver chez Théophile. Parce que Malherbe, sa poésie, a une fonction sociale claire. Chanter la grandeur du roi, de la famille royale, du royaume, etc. Alors c'est comme le grand théâtre de Racine aussi. C'est de crier ces grands modèles pour l'absolutisme. Ici, non. Ici, c'est le poète est dans une situation totalement marginale dans la société. Et cela va se refléter dans cette espèce de figement du jeu doué. Ce figement ici. Stancar, qu'on va retrouver de façon intéressante dans la littérature, dans la poésie de Théophile. Bon, je pense qu'avec ces éléments-là, nous pouvons commencer à lire le poème. Vous allez voir, c'est un poème très intéressant. On fait une première lecture. Un corbeau devant moi croise. Une ombre offusque mes regards. Deux belettes et deux renards traversent l'endroit où je passe. Les pieds faillent à mon cheval. Mon laquais tombe du haut mal. J'entends tracter le tonnerre. Un esprit se présente à moi. Jolie charonde qui m'appelle à soi. Je vois le centre de la terre. Ce ruisseau remonte en sa source. Un bœuf gravit sur un clocher. Le sang coule de ce rocher. Un aspic s'accouple d'une mousse. Sur le haut d'une vieille tour, un serpent déchire un vautour. Le feu brûle devant la glace. Le soleil est devenu noir. Je vois la lune qui va choir. Cet arbre est sorti de sa place. Je lis encore une fois. Un corbeau devant moi croise. Une ombre offusque mes regards. Deux belettes et deux renards traversent l'endroit où je passe. Les pieds faillent à mon cheval. Mon laquais tombe du haut mal. J'entends tracter le tonnerre. Un esprit se présente à moi. Jolie charonde qui m'appelle à soi.
je vois le centre de la terre. Ce ruisseau remonte dans sa source, un bœuf gravit sur un clocher. Le sang coule de ce rocher, un aspic s'accouple d'une ours. Sur le haut d'une vieille tour, un serpent déchire un retour, le feu brûle dans la glace, le soleil est devenu noir, je vois la lune qui va choir, cet arbre est sorti de sa place. Bon, on voit, ce sont des images très sombres. C'est un poème. C'est bien de le lire comme ça avant de dormir, animer un peu les rêves. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Cette force des allitérations dans le poème. Alors, et l'image qui ouvre le poème est justement une image sonore. Un corbeau devant moi croasse. Alors, croasser, c'est le bruit, le son que le corbeau fait aussi, peut-être. Un corbeau, alors courbe, vous voulez un courbe, devant moi, croasse. Le corbeau, vous savez, c'est un animal souvent associé à la mort. Il a une dimension très funèbre autour de l'image du corbeau. Alors, on se situe déjà tout de suite, on est réveillé par ce cri de ce corbeau au début du poème, qui nous jette déjà dans un espace, dans une atmosphère funèbre. Vous voyez? Ce qui est renforcé par le vers suivant. Parce que dans le premier vers, il y a une espèce, disons, de réveil de Louis. Donc ça. De Louis. Et dans le deuxième vers, un réveil sombre de Louis. Et justement dans le deuxième vers, qu'est-ce qu'on a? Le regard, le visuel, la dimension sonore au début, ensuite la dimension visuelle, qui vient renforcer ou compléter cette atmosphère sombre du poème. Une ombre offusque mes regards. Alors, jusqu'ici, tous les poèmes qu'on lisait, on était toujours offusqué par la blancheur. Et ici, c'est justement l'ombre qui va offusquer le regard. Alors, c'est, disons, pour ça que j'ai mis ici aussi la clarté et cette idée de l'obscurcissement, de cette dimension sombre, comme une dimension importante de cette littérature, de cette poésie, de cette espèce de plongée dans le gouffre. Et, encore une fois, vous remarquez comment toute cette matrice sonore qui ici prend une dimension très sombre, qui sont ces rencontres de ces occlusives, les P, les B, les T, avec les R, les vibrantes, qui apparaît déjà dans Corbeau Croasse, va continuer à résonner au long de tout le poème, de façon plus ou moins évidente dans certains vers, mais qui va toujours marquer un ton funèbre, un ton rispide, va donner une rispidité à ce poème. Déjà ici dans le mot ombre et dans le mot regard, on voit déjà l'écho de ces images-là, de ces sonorités-là. Alors une ombre offusque mes regards. Deux belettes, les belettes qui sont astonines, et deux renards traversent l'endroit où je passe. Alors, le poète est là, le jeu du poème est là, et on voit ces animaux, qui sont des animaux sauvages, qui vont traverser l'endroit où le poète passe. Mais ce qui est intéressant... J'ai pas compris, qu'est-ce que c'est belette? Donines.
alors ces animaux sauvages qui sont là vont aussi contribuer à créer cette atmosphère. Mais ce qu'il faut aussi remarquer, et ça c'est une question très très importante quand on pense à cette poésie-là, c'est la façon, le rapport qui va se produire entre les vers. Parce que regardez, un corbeau devant moi croise, une ombre offusque mes regards, deux belettes de renard traversent l'endroit où je passe. Or, on peut se poser la question, quel est le rapport entre les images? Alors, la façon dont on associe les images, ce n'est pas par subordination, mais c'est vraiment une juxtaposition d'images qui est renforcée par le choix, ici, du poète, de produire des vers extrêmement courts. Vous voyez, ce sont des octosyllabes. Alors, c'est un vers court. Alors, il y a une espèce de condensation des images qui va dans la direction contraire de l'alexandrin de Malherbe. Vous voyez? L'alexandrin de Malherbe, c'est pour vraiment avoir le temps et l'espace de développer l'idée avec clarté. Ici, dans l'octosyllabe, ce qu'on a, c'est le contraire. C'est une hypercondensation. Ce n'est pas par hasard que Théophile Gautier sera un des poètes qui va, disons, renouveler l'octosyllabe dans la poésie française. Inspiré dans une littérature comme celle-là, comme celle de Théophile Gautier. Alors, ensuite, vous voyez que deux belettes, deux renards traversent l'endroit où je passe. Encore une fois, toutes ces sonorités traversent l'endroit. Qu'est-ce qu'on a? Une image aussi qui va, disons, renforcer toute cette instabilité des images par la vitesse de cette juxtaposition, est renforcée ici par les pieds faillent à mon cheval, par cette défaillance des pieds du cheval. Alors le cheval est là, il a cette faille, c'est comme si le personnage ici du poème, elle est presque tombée dans cet espace. Alors c'est tout un espace d'instabilité très marquant qui se dessine ici dans le poème. Comme vous avez probablement déjà eu cette sensation quand vous êtes dans un rêve et vous avez une espèce de chute dans le rêve, une défaillance. Alors ici, un peu, il est sur le cheval et c'est les pieds du cheval qui faillent. Alors on n'a pas un point d'appui. On perd le point d'appui. Et le laquais, le servant, tombe du haut mal. Il tombe mal. Il tombe, alors il est probablement sur le cheval aussi. Et quand il y a cette défaillance du cheval, il y a cette chute du laquais. Et c'est une chute désagréable, une chute qui blesse parce qu'il tombe mal. Du haut. Alors on imagine que ce n'est pas très agréable. Alors, tout de suite, quand on a cette scène, au lieu d'avoir une espèce, disons, d'explication, de développement, de description de la scène, de cette chute, qu'est-ce qu'on a? J'entends craqueter le tonnerre. Alors, encore une fois, comme il y a une espèce de parallélisme ici important avec le vers qui ouvre le poème, parce que le corbeau devant ma croisse, j'entends le corbeau poisser. Et ici, alors, j'entends craqueter, j'entends le bruit du tonnerre, le tonnerre trovant. Seulement une petite parenthèse, en français, le tonnerre peut vouloir dire aussi l'éclair ou rail. Alors, quand vous lisez un poème, ou quand vous allez traduire un texte du français en portugais,
faites très attention à la construction de la phrase. Parce que souvent, je vous dis ça parce que maintenant je suis en train de travailler sur les traductions de Baudelaire au Brésil. Et souvent, quand le tonnerre apparaît dans les traductions, on le traduit automatiquement par trovão. Mais en effet, il y a des passages chez Baudelaire où le tonnerre, il produit un dégât, il détruit. Alors, le bruit seulement ne va pas détruire. Alors, à ce moment-là, il faut choisir une autre forme de traduire le tonnerre pour raio, par exemple, qui a un pouvoir réel de destruction. Vous voyez? Alors, ici, mais ici, dans ce cas ici, c'est très sonore. Hein. J'entends, j'écoute, j'entends craqueter le bruit. Hein. Ici, l'onomatopée, craqueter le tonnerre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, on entre vraiment ici totalement dans l'espace onirique, dans l'espace de la fantaisie, dans l'espace de la transcendance, dans l'espace du surnaturel. Un esprit se présente à moi. Alors, c'est vraiment comme une espèce de film de terreur. Hein? Après cette défaillance, le corbeau qui est là, l'ombre qui offusque, les renards qui traversent, et tout de suite, ensuite, là on entend le tonnerre, et l'esprit se présente. C'est vraiment très cauchemaresque, le cauchemar. Hein? Alors c'est comme si on entrait dans un grand cauchemar. Un esprit se présente à moi. Et alors, quel est cet esprit? Qui est cet esprit-là? Joï, j'écoute. Hein? J'entends, ici il donne la traduction. Charon, et ici vous avez à côté l'explication. Charon, Caron, fils des vers et de la nuit, notonnier des enfers. Alors c'est lui qui traverse les morts. Hein? Alors dans sa barque, il faisait traverser les stricts âmes qui avaient eu l'honneur de la sépulture et qui lui offraient le vol. Il laissait les autres veiller pendant 100 ans sur lui. Et ici, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier une référence très importante pour cette littérature baroque, qui est aussi la comédie de Dante. Alors, les enfers, toute cette plongée dans les enfers, toute cette dimension, toutes ces horreurs de cet espace infernal, c'est quelque chose qui disons, résonne dans cette poésie ici. On entend les échos de Dante ici de façon très forte. Je vois le centre de la terre. Justement, c'est comme s'il entrait, il plongeait dans le gouffre, il entrait dans les enfers. Et c'est très intéressant parce que justement ici, qu'est-ce qu'on va avoir tout de suite comme image? Le ruisseau Riache. Ce ruisseau, alors, bon, il est là au bord, probablement il fait cette traversée vers les enfers. Il est au centre de la terre, dans cet espace sombre, cette plongée dans cet espace sombre. Qu'est-ce qu'on a ici dans cette image du ruisseau qui est curieuse? Ce ruisseau remonte en sa source. Bon, d'abord, encore une fois, la force des sonorités. Ruisseau remonte en sa source. Tous ces S et ces R, qui c'est comme si c'était le mouvement du ruisseau lui-même. Alors, de tous les poèmes que nous avons lus jusqu'à présent, celui-là est certainement le poème où la dimension phonosémantique est la plus signifiante. Parce que, et dans ce sens-là, ce n'est pas par hasard que quand on lit un poème comme celui-là, on entend des échos de Rimbaud, des échos de Baudelaire. Parce que c'est justement une poésie qui annonce une poétique plus
signifiante au niveau des sonorités. Et qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant? En général, un ruisseau coule de sa source. Mais ici, un ruisseau remonte en sa source. Alors, c'est comme la source à fontaine. Alors ici, c'est le ruisseau, il entre de nouveau dans la source. Alors il fait le chemin inverse que le ruisseau fait normalement. Alors c'est une image aussi infernale, où les choses sont inversées. Et on entre ici dans ce jeu qui va avoir des dédoublements intéressants à la fin du poème, qui est cette idée aussi de l'antithèse, de l'opposition. Alors le ruisseau, au lieu de couler, le ruisseau remonte. Alors ici, on a presque un oxymore. Le ruisseau remonte. En général, le ruisseau ne remonte pas. Pour une question géographique, le ruisseau, il coule. D'accord? Qui sera une forme, une figure très chère à Baudelaire. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un bœuf gravit sur un clocher. Alors, vous connaissez ce peintre hollandais, Jérôme Bosch. Alors, la peinture de Bosch, ces images monstrueuses, ces images, il y a quelque chose ici qui fait penser à ça. Parce que gravir, escalar. Então, boi escala sur un clocher. Et le clocher est le campanário da igreja. Alors, vous imaginez la scène d'un bœuf qui gravit sur un clocher. C'est une scène, disons, qui allait plaire énormément les surréalistes. D'accord? Hein? Bosch. Bosch. Como a marca Bosch. Un bœuf gravit sur un clocher. Alors ici, cette image est intéressante. Et si l'on pense à l'idée du clocher aussi, à une dimension religieuse, et qu'ici on est dans les enfers, alors tout l'ordre religieux est aussi... Théophile de Viau a été condamné à mort à cause d'un procès ouvert contre lui par les jésuites, qui l'appelaient de pédéraste, de libertin, de toutes sortes de noms, et à cause de cela, il a été condamné à mort. Et il a vécu le drame en prison 2 ans. Alors, bien sûr qu'ici, dans ce poème, cette connotation religieuse et cette transgression de l'ordre qui prend aussi une dimension, la dimension de la religion, Théophile de Viau, à cette époque-là, a même eu le courage, à un moment donné de sa vie, de se déclarer athéo. Alors, imaginez, c'est pas pour n'importe qui, à cette époque-là, d'avoir le courage de le faire. Le sang coule de ce rocher. Alors, le rocher, bon, c'est l'image aussi du clocher qui est fait en pierre, et le sang qui va couler de ce rocher. Une dimension intéressante dans toute cette deuxième strophe, c'est l'utilisation de ces démonstratifs. Ce ruisseau, ce rocher. Après, on va avoir cet arbre. Vous voyez? Alors, ça donne une concrétion, une concrétude à ces images. Ce rocher, c'est un rocher très spécifique, qui est ce rocher duquel coule le sang. Alors, le ruisseau, vous voyez ces images liquides, ces images aquatiques. D'abord Charon, ensuite le ruisseau, maintenant le sang qui coule du rocher et qui, toujours d'une façon pour créer des images très ténébreuses.
Alors, vous imaginez un rocher duquel coule le sang. Alors, scorissant, il appelle le rocher. Alors, c'est pas quelque chose de très lumineux. Un aspic s'accouple d'une ours ou un oursin. Et l'aspic, vous avez ici à côté l'explication, petit serpent des pays chauds dont la morsure à mordire est très dangereuse. Alors, il est très venimeux, vénéneux. Servi au suicide de la reine d'Égypte, Cléopâtre. Alors ici, ce serpent, l'aspic, qui s'accouple d'une ours. S'accoupler, alors on imagine que le serpent attaque cet ours-là. Mais dans l'idée d'accoupler, il y a aussi une dimension, une connotation sexuelle. D'accord? Alors c'est aussi, disons, comme image, quelque chose de très fort, de très grotesque, de très charnel. Alors déjà le sang qui coule du rocher, et ensuite à cela se somme cette image de l'aspic qui s'accouple d'une ours. Et vous voyez, on continue dans la deuxième strophe, toujours avec cette juxtaposition d'images. Alors on a le ruisseau, on a le bœuf, on a le sang, on a l'aspic, vous voyez, on change très rapidement d'une image à l'autre. C'est ça qui crée cette sensation de désordre, cette sensation d'une espèce de monde onirique, un monde onirique, un monde du rêve, où les choses ne sont pas logiques, les choses ne sont pas claires. Alors imaginez que ce poète est en train de produire cette poésie. Au même moment où Malherbe écrit ça, toute son œuvre et tous ses discours pour la clarté, pour l'ordre, pour l'épuration. Alors, un poète comme Théophile de Viau, pour Malherbe, est absolument exécrable. Parce que ce qu'il est en train de présenter ici, c'est exactement le contraire de ça. Et on continue. Sur le haut d'une vieille tour, un serpent déchire un vautour. On continue ici avec toutes ces sonorités, tous ces airs, déchire, serpent, vautour, tour. Et le vautour est un bout. Et un serpent qui est sur la tour, et sur cette tour déchire, il se garce, il se pédasse. Uma buta. No alto de uma velha torre, uma serpente despedaça uma buta. Alors c'est vraiment une image très forte, comme. Et bien sûr, ici, toute l'idée des vipères, toute l'idée des serpents, il y a toute cette idée aussi du péché originel, il y a ici cette allusion qui est intéressante. Bon, et vers la fin du poème, on entre, disons, dans des images un peu plus abstraites, hein, et dans vraiment l'antithèse dans sa forme la plus évidente. Parce que le feu brûle dedans la glace. Alors c'est un feu glacé. C'est un feu qui ne réchauffe pas, mais c'est un feu qui glace. Le soleil est devenu noir. Alors c'est le soleil maintenant, toute cette ombre qui offusquait au début du poème, de façon vraiment miroitée ici dans la fin du poème, cette image gagne encore de force, davantage, par le soleil même, lui-même, qui devient noir. Et on pourrait penser que la lune serait une espèce de compensation lumineuse, mais je vois la lune qui va choir ses tombées. Alors c'est un verbe très utilisé en poésie. Je vois la lune qui va choir. Et tout d'un coup le poème finit. Cet arbre est sorti de sa place.
Alors un arbre très concret, qui sort de sa place et hop, le poème finit. Alors on reste dans un état de suspension totale. Parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé finalement. Vous voyez que les actions qui ont lieu dans le poème, ce ne sont pas des actions qui créent un récit ordonné, mais au contraire, cette fin abrupte, c'est quelque chose qui confirme toute cette sensation d'instabilité, de désordre, ce discours lacunaire, elliptique, où on change d'une chose à l'autre, et cela arrive à son point culminant, justement, au dernier vers. Alors, cet arbre est sorti de sa place. Point final. Et alors, on reste dans un état total de suspension de pensée. Je me suis réveillé du cauchemar, ou j'ai été tué par cet arbre, ou on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais une chose très intéressante qu'il faut remarquer aussi dans le poème, c'est que dès le début, le jeu du poème, ou du poème, il n'agit pas. Il n'a pas, vous vous rappelez, quand les arbres, ils bougent dans le poème de Ronsard, l'acte qui mobilise la nature à se transformer, c'est la bouche, la laine d'un mémé qui a ce pouvoir de transformer le monde. Ici, il n'a pas d'action de la part du jeu qui énonce. Il est complètement figé. Il observe, c'est un observateur. Vous voyez, il n'a pas de contrôle sur la situation, ou il n'a aucun pouvoir de transformation. Il est totalement soumis à cette action. Alors, dans ce sens-là, on est dans un espace énonciatif complètement différent de l'espace de la Renaissance. Parce que dans l'espace de la Renaissance, il y a un jeu qui a un pouvoir de transformation, un pouvoir d'action. Ici, non. Ici, il est totalement figé, immobilisé par la scène. Il ne peut pas, il ne peut rien faire, sauf observer toute cette monstruosité, toutes ces transformations monstrueuses. Bien sûr, ce n'est pas le baroque qui invente cette monstruosité. On a une tradition de la monstruosité qui vient du Moyen-Âge. Dans la Renaissance, elle occupe une place importante aussi dans la poésie de Ronsard, il y a certains moments. Mais ce qui attire l'attention ici, c'est la façon dont cette monstruosité, elle agit par elle-même. Et le poète, ici le jeu du poème, reste dans une position, dans une passivité totale devant ces actions. Finalement, il ne peut rien faire. Et c'est dans ce sens-là aussi que je disais que la liberté qu'on retrouve dans cette poésie, parce que c'est une poésie où il y a un exercice de liberté très intéressant d'imaginer. L'imagination, elle est libre, mais elle n'a pas vraiment un pouvoir de transformation. Elle est soumise à la situation fantastique, surnaturelle qui est décrite. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a un lieu d'énonciation qui est complètement différent du lieu d'énonciation de la Renaissance. Vous voyez? Et c'est quelque chose, si l'on pense à la vie du pauvre Théophile de Viau, qui est resté des années en prison, à fuir, en exil, dans toutes sortes de situations défavorables, on peut comprendre pourquoi il n'a pas
la possibilité ou l'envie de projeter un espace énonciatif transformateur. Alors c'est le baroque français, il est intéressant aussi, justement par ce fait qu'il occupe une place marginale, qui est une place complètement différente du baroque espagnol, par exemple. C'est, disons, l'esthétique officielle, qui a toute une grandiloquence, une monumentalité qu'on ne va pas retrouver dans le baroque français. Cette monumentalité, elle va se réaliser en France dans le classicisme, qui va avoir cette... Alors, qu'est-ce qui nous reste du baroque? C'est clair-obscur, c'est l'antithèse, c'est la tension, c'est une certaine instabilité ou un dédoublement. Encore cette idée du pli. Vous connaissez le livre de Deleuze, le pli à l'ordre. Sur le baroque. Alors cette idée toujours que le baroque c'est quelque chose qui va se plier sur lui-même, Alors on voit ici un peu même tout ce jeu avec les sonorités, les allitérations, c'est comme si le son se pliait toujours sur lui-même, vous voyez? Et c'est quelque chose qui reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a cet arbre est sorti. Alors les R et les T, les occlusifs et les vibrants, et les S aussi, qui sont déjà dans cette matrice sonore qui est Croace, Courbeau, Croace, va continuer à résonner jusqu'à la fin du poème et va avoir ici ce pouvoir d'évocation d'un espace de suspension, d'un espace de terreur, cette atmosphère ténébreuse dont j'ai parlé au début. Bon. Le matin aussi, quand j'ai donné ce poème à la fin, tout le monde était ici. Parce que c'est vraiment, ça crée une sensation. Pour finir, je voulais vous dire que cette poésie, on ressent dans cette poésie, plus que dans tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, une certaine modernité. Quelque chose qui s'annonce dans ce sens-là. Et je pense que c'est une façon intéressante de faire le pont avec le 19e siècle, qu'on va commencer à lire à partir du cours prochain, avec Musset, Hugo, Lerval. D'accord? Alors, et d'ailleurs, même, on compare des fois ce poème-là à quelques poèmes de Gérard de Nerval. Alors, ça va être intéressant, parce que ça va nous donner aussi un point de repère. On va sauter un siècle, le 18e siècle, qui est le grand siècle des Lumières, des écrivains philosophes, de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, que c'est un siècle dominé par la prose. Alors, on n'a pas de grands poètes au XVIIIe siècle en France. Alors, ce silence est un silence qui s'explique par cette naissance et affirmation de la prose comme espace de construction d'un nouveau discours, d'une nouvelle façon de vivre. Et c'est seulement avec le romantisme, avec Lamartine, Musset, Hugo, qu'on va voir vraiment une renaissance de la poésie en France et un autre grand siècle poétique qui est le 19e siècle. D'accord? Bon, est-ce que vous avez des questions? Il y a toujours des questions. Très bien, tant mieux, tant mieux. Je ne sais pas, il y a... À propos de cette influence de la Renaissance, je voulais savoir si ces images qui apparaissent constamment à propos des animaux, des éléments de la nature même, si cette influence est la même qu'on a vue chez Marot quand vous avez parlé de cette influence de la matière, de cette concrété. Si on peut identifier ces concepts de nature ici avec ces images. Bien sûr, ça reste là.
s'arrête là. Je ne sais pas si c'est la même chose aussi. Oui, oui, exactement. C'est à partir, très bien, c'est exactement ça. À partir de cette redécouverte de la nature, cet espace de construction symbolique, par une évocation de cette nature, de ces dimensions naturelles, et dans le cas ici de façon très forte des animaux, c'est quelque chose vraiment qui est directement lié. C'est un fruit, c'est une conséquence de cette redécouverte de la nature de la Renaissance. Oui, c'est exactement ça. C'est parce qu'on parlait du même concept, c'est un peu dangereux. Parce que la conception n'est pas exactement la même. Pourquoi? Parce que pour la Renaissance, cette appropriation, cette découverte de la nature, elle a quelque chose, elle a une fraîcheur, elle a un enchantement, on est charmé par cette nature. Et ici, disons que ces images, elles sont déjà élaborées. Alors il n'a pas cette sensation de découverte, mais il y a déjà, c'est déjà un espace connu et un espace dans lequel on vit et on produit une poésie, un monde symbolique. Alors c'est la même origine, ou mieux, c'est l'origine est là, mais ce n'est pas exactement le même concept dans le sens que ici il est déjà réélaboré. Il y a déjà 100 ans de lecture, d'appropriation. Alors on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose. Mais la matrice est là. C'est une conséquence. C'est une réappropriation de cette grande découverte et assimilation de cet univers de la nature de la Renaissance. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, alors je vous souhaite une bonne semaine, des bons rêves.